Donc, bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Jean-Luc Dion, aujourd'hui coach expert chez Mots Facile et aussi conseiller hypothécaire commercial. Donc, bon dimanche matin à tout le monde. J'espère que vous vous levez tranquillement. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui est Jean-Daniel Brisson de la compagnie Strat Exec. Je la prononce bien, Daniel? Strat Exec, c'est comme ça? Exactement, parfait. Groupe conseil stratégique, effectivement. Excellent. Qui est dans le fond une business. Ben, il va nous expliquer ça un peu dans le fond aussi au niveau des liens de gouvernance, la croissance d'une entreprise, comment ça peut amener certains impacts au niveau de la logistique, au niveau de la hiérarchie, au niveau des décisions. Donc, un peu travailler à ce niveau-là. Donc, ça va bien ce matin, Jean-Daniel? Ça va très bien. Toi aussi? Génial. Oui, ça va super bien. Le samedi, des fois, on se couche toujours un petit peu plus tard. On commence le dimanche en force avec ce qu'on a besoin pour une rencontre. Dans le fond, explique-nous un peu, voir dans tout le principe de StratExec, qu'est-ce que ça fait, mettons, pour les gens là, qui ne savent pas c'est quoi exactement. Dans le fond, on offre du conseil en management, plus particulièrement stratégie, organisation et gouvernance. Donc, dans une entreprise, il vient des points de décision au fur et à mesure qu'on évolue. Il vient des points de décision, puis il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on développe des nouveaux produits? Est-ce qu'on développe des nouveaux marchés? Est-ce qu'on fait une autre acquisition? Et lors de ces points de décision-là, dans le fond, c'est un peu comme faire une introspection pour un individu. Il faut se poser la question, si on fait le bilan de notre entreprise, qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Parce que le marché dans lequel on évolue est intéressant ou au contraire, on y trouve des menaces. Donc, il faut évaluer la demande. Est-ce qu'elle est en croissance? Comment va l'économie? Et évidemment, est-ce qu'il y a des opportunités? Donc, dans tous les contextes, même si ça ne va pas très bien au plan économique, ou en tout cas on anticipe là, évidemment un ralentissement économique important dans les prochains mois, c'est évidemment, on va retrouver des menaces, probablement une baisse de la demande, mais il y a aussi des opportunités. Il y a des concurrents qui sont en moins bonne position, qui vont avoir des liquidités plus basses, plus faibles, qui vont même se retrouver dans une position où ils vont être obligés de mettre la clé dans la porte et c'est le temps de les acheter. Alors, il faut anticiper ça, il faut être proactif, puis se faire une réflexion pour voir un petit peu notre entreprise, comment elle est positionnée, notre environnement, comment il évolue. Puis à partir de là, une fois qu'on a fait le point, le bilan de la situation actuelle, on doit se projeter dans le futur. On avait tendance en stratégie à se projeter dans les 3, les 5 prochaines années. Ça devient de plus en plus difficile parce que l'environnement bouge tellement vite. C'est vrai dans le contexte de la pandémie actuelle, mais il y a quelques années, c'était la même chose. La technologie évolue à un rythme très, très rapide. Mais si on est capable de se projeter un petit peu dans le futur et se dire, c'est quoi notre but à long terme? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi notre plan de match? Et ça, encore une fois, je vais faire un parallèle entre une personne qui va se dire, où est-ce que je veux m'en aller? C'est quoi mon but dans la vie? C'est la même chose pour une entreprise. Il faut se poser la question, c'est quoi le but de mon entreprise? À part de faire de l'argent, évidemment, tout le monde a cet objectif-là, très louable, mais est-ce qu'on veut devenir un leader dans un domaine particulier? C'est quoi les buts fondamentaux de notre entreprise? Puis une fois qu'on a identifié ça, identifier où on veut s'en aller avec ça, puis comment y arriver. Donc, la stratégie, c'est très simple, c'est 3 questions. Quelle est la situation actuelle? Mon entreprise, donc à l'interne, elle a des forces, mais elle a aussi des faiblesses, des choses à corriger. Puis à l'externe, mon environnement, quelles sont les opportunités d'affaires que je vois, puis aussi, il faut faire attention aux menaces. Le contexte actuel est évidemment pas facile et il faut vraiment prendre le temps de bien analyser cet environnement-là. Donc, première question, le contexte actuel. Deuxième question, où est-ce que je veux m'en aller? C'est quoi les buts fondamentaux? C'est quoi on parle de vision d'entreprise ici. Puis de plus en plus, on s'aperçoit que, notamment les nouvelles générations, si on arrive et on dit je veux faire de l'argent, si ça ne marche pas, les jeunes, les milléniaux en particulier, sont très attirés par un but. Si notre entreprise vise à faire une différence à un domaine particulier, ça va les interpeller bien davantage.
Donc, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale d'entreprise. Il faut réfléchir à ça. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus un incontournable. Donc, ça, c'était notre deuxième question. Quels sont les buts, les objectifs à atteindre? Et la troisième, dernière question, comment je vais faire pour y arriver? Se donner un plan de match. Et chez StratExec, je pense qu'on essaye de faire un plan de match un peu court terme pour les 12 ou 18 prochains mois. Et donc, ces 12-18 prochains mois, par trimestre, puis s'il le faut, par mois, mais on va essayer de focusser sur quelques priorités. Ça peut être l'aspect financier, ça peut être l'aspect marché, ça peut être l'aspect organisationnel, comment on va s'organiser à l'interne, puis on va mettre en place des actions spécifiques, quelques-unes sur lesquelles on va garder le cap, on va vraiment mesurer ça, on va les suivre, et ce suivi-là va faire en sorte que notre plan de match va s'exécuter. Donc, ça nous prend une stratégie, puis il faut l'exécuter, d'où le nom de StratExec. OK. Ça fait-tu longtemps que tu es là-dedans, dans ce domaine-là, Jean-Daniel? Ça fait 25 ans que je suis en conseil, à la fois en entreprise et en cabinet. J'ai été responsable de la planification stratégique chez Raymond Chabot, Grant Thornton pendant 10 ans. J'ai été également chez Ernst & Young. J'ai travaillé en entreprise au Trust Royal pour, dans le fond, démarrer cette organisation-là au Québec. Et j'ai lancé ma firme il y a 5 ans. Parce que ce qui m'intéressait vraiment, c'est d'aider des entrepreneurs à se développer, à croître. Puis souvent, comme entrepreneur, on en a plein d'opportunités. On voit plein de choses qu'on peut faire. Le défi, c'est de voir laquelle de ces opportunités-là, parce que tous les entrepreneurs, là, ils ont plein d'idées, mais ils ont besoin peut-être de se donner une structure, une façon de faire qui va faire en sorte de filtrer les opportunités. On en a plein. On va se donner un entonnoir, puis on va se dire lesquelles sont vraiment les plus porteuses, lesquelles mon entreprise est en mesure de saisir davantage que les autres. Puis ces opportunités-là, on va s'assurer de les mener à bon port, de les exécuter. Donc, StratExec est né de cette conviction-là, de cette volonté-là. Moi, mon but dans la vie, c'est d'aider des entrepreneurs. Je gagne ma vie avec ça, évidemment, mais au-delà de la rémunération, ce qui est important pour moi, c'est de faire une différence auprès des entreprises, de focusser sur quelques initiatives qui vont aider l'entrepreneur à faire en sorte que l'opportunité qu'il a identifiée, il puisse la développer plus rapidement. Donc, de travailler là où il y a de l'impact. Encore une fois, on peut faire un parallèle avec notre vie personnelle. Il y a plein de choses qu'on fait, mais c'est un peu la loi du 20-80, la loi de Pareto. Il y a 80% des affaires, des choses qu'on fait, des activités qu'on fait, qui ont peut-être très peu d'impact, mais il y a 20% de ce qu'on fait qui va faire la différence. Tout à fait. Il faut se concentrer sur ce 20%-là. Il faut se concentrer sur des activités qui vont vraiment générer de la valeur. Pensons à un courtier immobilier, évidemment, il y a des choses qui sont en périphérie, des activités qu'on doit faire, le suivi des actes notariés, liciter une propriété. Est-ce que vraiment c'est là où on va générer le plus de valeur? C'est peut-être plus lors de la transaction, de boucler la transaction. Donc, il faut faire la liste de toutes les activités que l'on fait, puis se poser la question où est-ce que je peux avoir le plus de valeur ajoutée, puis comment puis-je m'organiser pour concentrer mon temps là-dessus et faire en sorte que le reste soit exécuté, mais d'une façon différente, délégué, faire, etc., automatiser, etc. OK. Donc, c'est cette réflexion-là qu'on doit mener à terme. OK. Puis, ta type de clientèle actuelle, c'est-tu la grosse entreprise, la moyenne entreprise? Ça peut être le travailleur autonome. Comment tu gères ça? C'est souvent une moyenne entreprise. La moyenne entreprise va se faire une démarche, on appelle ça une planification stratégique. C'est toujours les mêmes 3 questions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Faire le bilan de la situation actuelle, savoir où on veut s'en aller et travailler pour l'exécuter. Évidemment, plus l'entreprise est grande en taille, plus cet exercice-là est complexe. J'ai accompagné, par exemple, la Société d'assurance automobile du Québec dans une démarche comme ça, où ça s'est passé sur plusieurs mois. C'est pas à temps plein, mais le temps de mobiliser les gestionnaires, le temps de faire des rencontres, de réfléchir,
On fait une rencontre aux 2 semaines, aux 3 semaines. Ça peut s'étendre sur plusieurs mois. Donc, c'est un exercice assez complexe, assez lourd, entre guillemets. Mais dans une petite entreprise, j'aide beaucoup les PME. On va travailler plus avec les entrepreneurs et ça peut être une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 1 million ou moins. Ces entreprises-là, je vais les accompagner davantage en mode coaching et on va réduire l'exercice à, ça peut être une journée. Donc, des fois, ça peut être deux après-midi, mais en une journée, en principe, on essaie de convenir. Là, on va travailler dans une journée, puis on va faire ces trois étapes-là, faire vraiment le point sur la situation actuelle. Puis quand on fait ça, on va essayer de voir c'est quoi les grands défis, les grands enjeux qu'on a à relever. Est-ce qu'on a un enjeu de rentabilité? Peut-être qu'on n'est pas satisfait du rendement qu'on génère. Puis là, on va se poser la question, pourquoi mon entreprise n'est pas aussi rentable que ce que j'aimerais? Est-ce que c'est parce que j'ai des attentes irréalistes ou au contraire, c'est parce que la structure que je me suis donnée, c'est peut-être une structure qui coûte plus cher à faire fonctionner, puis j'ai une rentabilité inférieure à mes concurrents ou j'ai un approvisionnement plus coûteux, etc. On va essayer vraiment d'identifier les 2-3 éléments qui préoccupent l'entrepreneur. Puis à partir de ça, on va essayer de réfléchir sur, justement, une fois qu'on s'est projeté un petit peu dans l'avenir, qu'on s'est donné des objectifs, comment faire pour atteindre les objectifs? Puis en même temps, on va travailler à résoudre ou à relever ces grands défis-là. Donc, concrètement, en une journée, on s'assoit, on se challenge et on se donne ce que j'appelle un roadmap, c'est-à-dire une carte routière de l'entreprise pour les 18 prochains mois. Donc, dans certains cas, ça va être juste une journée. Dans d'autres cas, ça peut être quelques rencontres de quelques heures. Donc, j'essaie d'être d'aller au point critique, puis d'être le plus efficace possible avec les entrepreneurs. Donc, un entrepreneur qui peut avoir une entreprise de 500 000 ou 1 million de chiffre d'affaires, ben, ça va être de travailler avec lui sur certains éléments. Au-delà de cette réflexion stratégique-là, c'est de s'assurer que tous ces systèmes de gestion, toute sa structure sont adéquats. Donc, est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu perds trop de temps, puis peut-être qu'on va aller chercher quelqu'un pour t'aider? On n'est pas obligé d'avoir, par exemple, quelqu'un en informatique à temps plein, mais aujourd'hui, il y a un paquet de services qu'on peut obtenir, qu'on peut sous-traiter, allant de la comptabilité, finance, au système informatique, aux ressources humaines. Alors, une petite entreprise qui peut avoir 4-5 employés, ben, il faut se poser la question, est-ce qu'on a les bonnes personnes aux bonnes places? Il y a un terme à la mode, c'est ainsi être sur notre X. Ça veut dire quoi, être sur son X? Ça veut dire que, dans le fond, comme cadre, comme employé, on est pleinement confortable avec les tâches que l'on fait. Ça nous stimule, ça nous passionne, puis on est performant. Si je suis bon, mais je ne suis pas intéressé, si je ne suis pas en mesure d'être stimulé par mon emploi, je ne serai jamais performant, même si j'ai toutes les compétences nécessaires. Donc, il faut vraiment avoir 2 conditions gagnantes, avoir quelqu'un qui a les bonnes compétences, puis avoir quelqu'un qui est intéressé par les défis de ce poste-là. Et ça, c'est vrai, pardon, pour un entrepreneur, pour un dirigeant d'entreprise, comme n'importe quel employé au sein d'une entreprise. Toute personne doit être stimulée. Puis c'est d'autant vrai que si on est un entrepreneur et qu'on met beaucoup de temps, se lever un dimanche matin, si ça ne nous intéresse pas tout de suite en partant, ça va être pas mal difficile. Ça va nous prendre 3 cafés. Mais si ça nous fait triper ce que l'on fait, on va avoir pas mal moins de misère à se lever. Alors, il faut vraiment aller chercher ce qui nous passionne et ça, comme entrepreneur, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'avant de faire plein d'exercices, il faut se poser la question, c'est quoi mon bilan de vie, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes ambitions? Et ça, il faut se poser cette question-là aussi comme entrepreneur. Ça fait partie d'une démarche comme ça. Je veux faire quoi, moi, dans la vie? Je veux-tu avoir une entreprise puis un jour atteindre 10 millions de chiffre d'affaires ou je veux avoir un bon équilibre vie-travail, je veux m'amuser en travaillant, mais je veux profiter de la vie? Il n'y a aucune mauvaise réponse. Toutes les réponses sont bonnes. Mais il s'agit juste de voir, de bien délimiter le temps que vous souhaitez investir dans votre volet professionnel dans votre vie.
Et ça, c'est le définir comme il faut. Ça va vous permettre de voir un peu plus comment vous entourer, comment vous organiser pour faire en sorte que dans votre vie professionnelle, vous réussissiez. Donc, comment s'entourer? Un entrepreneur va aller chercher les bonnes personnes, encore une fois, des personnes qui sont sur l'ORX. Donc, être vraiment en place où il faut qu'ils soient, avec les compétences qu'ils ont. Puis une fois qu'on s'est bien entouré, ben là, on peut s'organiser pour croître, puis justement se donner ces orientations-là. C'est un petit peu ce que je fais. J'interviens donc à 3 niveaux. J'interviens dans la réflexion stratégique pour se donner un plan de match ou un roadmap. Puis ce roadmap-là, c'est d'identifier des priorités par trimestre en disant « Hey, dans 3 mois, mon objectif, c'est d'avoir un site Internet transactionnel dans mon entreprise. » On le sait, le contexte actuel, il n'est pas facile. Et dans n'importe quelle relance, n'importe quelle crise économique, si on se base sur les dernières récessions, au Canada, la dernière récession qu'on a vécue, c'était importante à travers le monde, c'était en 2008-2009. Puis au Canada, on ne l'a pas senti véritablement. Donc, c'était une récession qui a duré quelques mois à peine, puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont rien vu passer. Aux États-Unis, ça a pris un petit peu plus de temps. C'est une récession qui a pris 2-3 ans. Vous vous souvenez qu'à cette époque, il y a bien des gens qui se disaient « c'est le temps d'acheter une maison en Floride ou un condo en Floride, les prix sont bas ». Puis il y a dans la même épisode de récession économique, des pays comme la Grèce qui ont malheureusement n'ont pas été en mesure de revenir au niveau. Donc, le Canada, il ne l'a pas vu venir, il ne l'a pas senti. Ça a été une période de récession, ça a été à peine un petit crochet, on a fait une croissance. Les États-Unis, il y a eu peut-être un épisode de 2-3 ans où ça a mal été et ça s'est ressenti évidemment dans les prix de l'immobilier. Et en contrepartie, la Grèce, c'est une récession où ils ont eu plusieurs années de baisse avant de vraiment pouvoir revenir à une trajectoire. Donc, l'économie, c'est pas mieux portée pendant un long bout de temps. En fait, encore aujourd'hui, on n'a pas récupéré la trajectoire d'avant 2008 en Grèce. On estime qu'en raison de la pandémie actuelle, la récession va certainement être au moins aussi importante que celle de 2008-2009 aux États-Unis. Au minimum, ça, c'est un scénario qui est peut-être un petit peu optimiste. Ça risque d'être pas mal plus important comme impact. On parle de 2 à 3 fois l'impact de la récession qu'ont connu les États-Unis à cette époque-là. Ah ouais. Donc, on va traverser une période où, pendant 2-3 ans, selon certains scénarios, on ne reviendra pas au niveau d'avant la pandémie avant le premier trimestre 2023. Qu'est-ce qu'on fait dans un contexte comme ça? On peut se dire, wow, on est vraiment là, c'est des montagnes russes, puis on s'aperçoit que les prochains trimestres, les prochaines années, fort probablement, au minimum, tout le monde, même les économistes qui ont des projections optimistes, disent qu'on n'arrivera pas à renouer avec une croissance avant minimum 12 mois, si ce n'est pas la fin de 2021. Ça, c'est le minimum. Et ça peut fort bien être jusqu'au début 2023. Donc, on est dans cet horizon-là. Et pendant ces 2 prochaines années, il va falloir anticiper, donc il va falloir composer avec un environnement d'affaires plus difficile. L'immobilier, beaucoup de personnes disent, est-ce que ça va chuter? Donc, il faut réfléchir à ça, le contexte économique général, mais il y a aussi le contexte particulier. C'est comme un marché, hein? Donc, l'immobilier, ce n'est pas la même chose partout. Il y a des marchés particuliers. Des types de propriétés, puis aussi des régions. Donc, il faut réfléchir, et comme entrepreneur, dans n'importe quel domaine, j'interviens dans le domaine manufacturier, dans le domaine des services, et dans tous les cas, il faut réfléchir à cet environnement-là et se poser la question, comment je vais faire pour résister? Il faut que je me donne une marge de manœuvre. Est-ce que mes finances sont correctes? Si j'avais déjà de la difficulté avant la récession économique, et que je me préoccupais de mes liquidités, c'est-à-dire de mes cash flows. Donc, les liquidités, c'est les rentrées de fonds et les sorties de fonds versus la rentabilité qui est un état des résultats où on voit qu'on fait de l'argent. C'est beau être rentable, faire de l'argent, mais encore faut-il que l'argent rentre à temps pour que je puisse payer mes comptes, mes fournisseurs. Tout à fait. Alors, c'est cet élément-là qu'il faut réfléchir, puis comme petite entreprise, se poser la question, est-ce que j'ai la marge de manœuvre nécessaire, suffisante pour passer à travers la récession?
Les expériences, encore une fois, des dernières récessions démontrent que les entreprises qui ont été proactives, qui n'ont pas attendu, c'est un peu comme la bourse. Si on attend que la bourse se redresse complètement avant de revenir puis d'investir, il est trop tard, on va perdre des rendements. Alors, ceux qui n'ont pas acheté à 12 ou 13 000 points à la bourse de Toronto, puis là, ils se disent, on était à 15 000, c'est-tu le temps de... déjà, on a raté beaucoup de rendements. C'est un peu la même chose avec les entreprises et la reprise économique. On a constaté que les entreprises proactives qui ont vraiment analysé leur marché puis qui ont pris des décisions, qui ont investi pendant une période un petit peu, là, pendant même la récession, au sortir à la reprise, ces entreprises-là ont été gagnantes. Leur rentabilité était de beaucoup supérieure. On parle d'un taux de croissance annuel de 15 % selon différentes études, comparativement à une croissance de à peine 1 % pour les entreprises qui n'ont pas réagi pendant cette période-là. Donc, une récession, c'est le temps de réfléchir, c'est le temps d'agir. On n'est pas obligé. Donc, si on a un horizon de 2 ans, on n'est pas obligé de tout faire le premier mois. Mais peut-être que dans l'année 2021, il va falloir commencer à mettre en place des choses, à investir. On n'a pas de site Internet. On sait que, encore une fois, là, aujourd'hui, tout le monde achète en ligne. Le commerce en ligne a connu beaucoup de croissance dans les derniers mois. Mais au-delà de ça, c'était une révolution. On appelle ça la révolution numérique. C'était déjà là avant. La pandémie n'a fait qu'accélérer la révolution. Alors, dans ce sens-là, si je suis en retard comme entreprise, c'est le temps de le faire maintenant. Ce n'est pas le temps d'attendre dans 3 ans. Donc, il faut évaluer notre situation financière. Si on avait déjà des problèmes, là, il va falloir regarder tout ce qu'on peut faire pour réduire nos coûts. Puis à la limite, posez-vous la question, encore une fois, on revient avec, comme individu, qu'est-ce que je cherche à faire? Et si moi, j'ai peut-être d'autres rêves au-delà de mon entreprise, il faut peut-être, à un moment donné, mettre la clé dans la porte puis se dire, on va aller voir des concurrents, on va vendre, on va céder notre entreprise. Il ne faut pas y laisser notre vie non plus. Mais dans cette réflexion-là, il y a beaucoup d'entreprises qui sont proactives et qui vont plutôt réfléchir à évaluer où elles peuvent être plus efficaces, se donner une marge de manœuvre pour capitaliser sur les opportunités. Donc, justement, une entreprise qui a réfléchi, puis même si votre situation financière est bonne, essayez de voir où est-ce que je peux dégager la marge de manœuvre. Faites-vous, même si ça va bien, on est obligé de couper, entre guillemets. Il faut le faire intelligemment. On ne va pas couper partout, n'importe comment. On va réfléchir au niveau financier, est-ce qu'il y a moyen de prendre des arrangements avec tout le monde aujourd'hui? On peut contacter nos assureurs. On peut convenir d'un certain congé de taxes municipales. On peut contacter Hydro-Québec et leur dire, y a-t-il moyen de faire ça autrement? C'est des choses que toute entreprise pourrait faire, même si notre situation n'est pas si mauvaise. Ça nous donne une petite chance au niveau de nos cash flows, de nos liquidités. C'est un moment aussi d'aller voir notre banquier et de dire il y a peut-être un moyen de financer autrement à moindre coût. Et de tirer profit, évidemment, de certains programmes gouvernementaux pour la relance. Tout ça, c'est des outils qu'on a. Au minimum, on devrait regarder ça. Puis idéalement, on devrait aussi regarder est-ce que toutes les dépenses que j'avais, de se faire un budget dans le fond, un budget comme entreprise, puis d'identifier ce que je dépensais. Est-ce que dans un contexte de récession, on a peut-être un budget pour des frais de repas, de représentation, de publicité? Est-ce que la publicité dans des magazines, c'est toujours opportun aujourd'hui? Si je dépensais 15 000 là-dedans, peut-être que je devrais dépenser 5 000 seulement. Puis garder un 10 000 pour autre chose. Me donner une marge de manœuvre où je vais pouvoir investir ailleurs. Tout à fait. On entend beaucoup parler du concept deuxième vague ou première vague. J'imagine que dans les deux sens, qu'on aille une ou qu'on n'aille pas, ça peut avoir un impact, oui ou non, encore plus majeur au niveau de l'économie. C'est qu'il faut retourner en confinement cet automne, quoi que ce soit.
Tu penses-tu que plusieurs entrepreneurs vont la trouver difficile? Tu parles des ajustements, y a-t-il des possibilités de s'en sortir? Comment tu vois ça, toi, au niveau de tes clients actuels? Comment ils voient ça? Mes clients actuels sont tous préoccupés. Moi, j'ai la chance, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, malheureusement, ont des commerces où on vit presque au mois, un mois après l'autre. Et ça, c'est encore une fois comme particulier. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à boucler les fins de mois. C'est pas facile. Alors, comme entrepreneur, il faut éviter cette situation-là, toujours se donner une marge de manœuvre. La plupart de mes clients voient une baisse de leur chiffre d'affaires aujourd'hui importante. Évidemment, on ne parle pas de restaurateurs ou d'entreprises qui en sortent à peine ou vont bientôt réouvrir, là, mais toutes les entreprises qui fonctionnent depuis un certain temps, prenons le secteur manufacturier, par exemple, et ces entreprises-là ont vu une baisse de leur chiffre d'affaires qui peut facilement atteindre 25 %. Si on avait à simplifier, là, on pourrait dire que l'année 2020, ça va être, on va reculer d'une année en termes de résultats. Attendez-vous pas à avoir une croissance. En général, notre chiffre d'affaires, nos revenus vont baisser. C'est peut-être l'équivalent de 2018-2019. Puis l'année 2021, on va peut-être revenir à ce qu'on aurait pu avoir comme chiffre d'affaires en 2019-2020. Alors, oui, c'est sûr qu'il y a des risques d'une deuxième vague. Je pense qu'on commence à voir au niveau des entreprises l'impact économique. On ne l'a pas encore senti beaucoup parce que les gouvernements ont bien agi. Ils ont été justement proactifs. Donc, la PCU, les subventions salariales, les prêts aux entreprises, ce sont autant d'outils de stimulus que les entreprises que le gouvernement, ont investi des milliards de dollars dans l'économie. Donc, les entreprises ont été en mesure de survivre assez facilement au cours des derniers mois. Les prochains risquent d'être plus durs. On parle de réduire ou en tout cas de se donner des balises pour la PCU, par exemple. Ben, il y a des gens qui vont être affectés de ce côté-là dans les prochains mois. Alors, malheureusement, comparativement à une récession normale, la récession normale, on la voit venir tranquillement, pas vite, et l'économie s'ajuste, un effet domino, mais il y a une meilleure prévisibilité. Dans ce contexte particulier de la pandémie, on a vraiment arrêté. L'économie roulait à 100 000 à l'heure, puis elle a été obligée de freiner. Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'individus ne voient pas l'impact économique. Faisons attention, soyons vigilants. Et dans les 3 à 6 prochains mois, cet impact-là va arriver. Il y a des gens qui ne pourront pas revenir. La restauration, on est tous contents que ça redémarre tranquillement, mais beaucoup de gens parlent de coûts d'exploitation plus grands qu'avant. Il y a des mesures sanitaires qu'il faut mettre en place. Ça a un coût, ça. Puis malheureusement, de la distanciation ou ne serait-ce le fait que les gens sont prudents, c'est un cercle vicieux. Les gens ont peur de dépenser ou, en raison de la pandémie, les gens vont avoir une petite crainte peut-être à aller au restaurant. Comme restaurateur, si on a cet exemple-là, ben, mon commerce, je vais avoir moins de clients. Et en plus, j'ai moins d'espace. Mon espace accueille moins de clients qu'avant. Fait que j'ai moins de revenus, puis mes dépenses, ben, j'ai toutes les mêmes dépenses qu'avant, mais en plus, j'ai des mesures sanitaires à mettre en place. Fait que je vais être moins rentable, c'est sûr. Il y a des entreprises qui vont malheureusement décider de fermer. Et ça va avoir un impact, évidemment. Il y a des gens qui vont se retrouver sur le chômage. Donc, on va avoir un ajustement structurel où, dans certains secteurs de l'économie, ça risque d'aller bien ou même très bien. Aujourd'hui, dans le domaine pharmaceutique, évidemment dans le domaine des produits sanitaires, des produits de santé, l'agriculture en général, l'alimentation, c'est des secteurs qui ont été très peu touchés. En contrepartie, le divertissement, la restauration, il y a des secteurs de services où ben, ça risque d'avoir un impact. Et donc, c'est sûr qu'on commence à peine à le voir. Il faut donc se donner un petit regard critique, puis faire des scénarios. On veut garder ça simple, là, mais pensons à qu'est-ce qui arriverait si. Qu'est-ce qui arrive justement s'il y a une deuxième vague à l'automne? On va avoir des plans B.
Avoir un plan B. Et un plan B, c'est encore une fois très simple, juste au niveau financier. C'est quoi le minimum que je suis capable de tolérer où mon entreprise pourrait quand même survivre? Puis, à ce moment-là, ben, on va être un petit peu mieux équipé pour passer à travers. Une chose importante pour passer à travers comme entrepreneur, on le dit, on est habitué, on a plein d'idées, puis souvent, on est tout seul là-dedans. Puis les bons entrepreneurs ont compris qu'ils devaient s'entourer. Alors, moi, j'offre mes services pour entourer, pour aider, pour challenger, coacher quelqu'un, mais il y a plein de gens que vous pouvez avoir. Vous pouvez penser à votre banquier, à votre avocat, à votre conjointe. C'est déjà juste d'avoir une oreille, une écoute attentive, puis de vous dire, ah, il me semble que là, tu as bien des affaires, tu commences à t'éparpiller, tu es sûr que tu es capable de tout faire ça. C'est de temps en temps, une question comme ça. C'est sûr qu'il y a des outils qu'un entrepreneur peut avoir davantage que d'en parler à son voisin, son beau-frère ou sa conjointe ou son conjoint. On appelle ça un comité aviseur. Et ça, malheureusement, très peu d'entrepreneurs utilisent ces outils-là. Tout à fait. La première fois que j'entends ça. Oui, un comité aviseur ou un comité consultatif, Jean-Luc, c'est un peu comme, en fait, la BDC. Faites comité aviseur BDC. Il y a quelques années, la Banque de développement du Canada a fait une étude sur les petites entreprises qu'elle aidait. Et elle s'est rendue compte que celles qui s'étaient entourées d'un comité aviseur avaient des bien meilleurs résultats, avaient une meilleure performance au niveau des ventes, mais aussi de la rentabilité. C'est quoi un comité aviseur? C'est un groupe de personnes qui se rencontrent de temps en temps puis qui viennent aider l'entrepreneur. Ils sont là pour penser et voir certains résultats puis aident l'entreprise dans sa croissance. Donc, ce sont des gens qui sont rémunérés, mais à la limite, ça peut même être des gens qui le font gratuitement. Donc, le coût est quand même pas énorme. Pour une petite entreprise en phase de démarrage, ça peut être quelques centaines de dollars pour, on va parler de 6, 7 réunions, maximum 9 réunions pendant une année. Donc, on va se réunir en moyenne aux 2 mois. Et ça peut être le soir, quelques heures ou un avant-midi, mais on essaie de se donner un calendrier défini à l'avance. Donc, c'est une rencontre de 3 heures environ où on va revenir sur les mêmes étapes que j'ai mentionnées en tout début, c'est-à-dire, c'est quoi votre plan de match? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi vos objectifs? Deuxièmement, c'est quoi vos priorités dans l'entreprise? Puis les gens qui sont autour, on parle d'un comité aviseur qui est habituellement composé de 2, 3 personnes, maximum, gros maximum 5 personnes. On parle de personnes indépendantes ici. Donc, si l'entrepreneur on commence à avoir une structure, on a peut-être même un directeur, directrice des finances, ou on a 2, 3 employés clés, bien, ces gens-là ne sont pas nécessairement dans le comité aviseur, mais on peut avoir le bras droit de l'entrepreneur. Donc, ça, c'est de l'interne, mais avec 2, 3 personnes externes, donc des personnes qui sont indépendantes, objectives et qui viennent seulement de temps en temps regarder à haut niveau. Donc, ça, c'est de la gouvernance. En matière de gouvernance, c'est d'accompagner un peu comme un conseil d'administration. Un conseil d'administration, ce sont des gens qui détiennent des parts d'une entreprise, qui sont actionnaires. Ils ne s'intéressent pas nécessairement à la gestion au jour le jour. On va payer des employés, des dirigeants pour faire ça. Mais les actionnaires veulent s'assurer que les objectifs à long terme soient rencontrés et qu'il y ait une création de valeur. Le comité aviseur a la même responsabilité, entre guillemets, mais n'a pas de pouvoir légal. Un aviseur, c'est quelqu'un qui donne des conseils, c'est pas un actionnaire. J'ai pas de contrôle sur l'entreprise. Donc, si j'étais votre aviseur, je pourrais dire, il me semble que vous pourriez faire telle chose. Avez-vous pensé à avoir un plan B au cas où il y a une deuxième vague? Je vais juste émettre des idées, mais si c'est toi l'entrepreneur, tu vas dire, ben, c'est bien le fun, Jean-Daniel, je trouve que tu as une bonne idée, mais pour l'instant, ça ne me tente pas, je suis trop occupé, mais je pense que tu as une bonne idée, je vais peut-être y penser plus tard. Donc, c'est l'entrepreneur qui a le dernier mot. C'est l'entrepreneur qui va décider. Mais l'aviseur est là pour suggérer. OK. Ça pourrait être l'équivalent. En immobilier, on fait souvent ce qu'on appelle, même des entrepreneurs font ça, mastermind, dans le fond, des regroupements d'entrepreneurs où est-ce qu'ils vont échanger, se donner des conseils entre eux. Mais c'est à un niveau différent que je comprends, dans le fond.
Exactement. C'est pas mal, c'est très similaire, mais l'idée, c'est la responsabilité première de ce comité-là, c'est de s'assurer que les finances de l'entreprise sont bonnes, que le plan de match est respecté, puis qu'on est efficace dans tout ça. Donc, est-ce que tu as un plan de match? Est-ce que tu as un roadmap? Est-ce que tu as pensé à t'ajuster, à ajuster ton roadmap en fonction de ce qui pourrait arriver avec la récession, que ce soit positif ou négatif? On a toujours tendance à dire, ben, dans une récession, je l'ai mentionné, c'est pas un luxe, c'est pas une option, il faut couper. Et il faut le faire intelligemment pour se donner une marge de manœuvre pour investir. Donc, si je coupe ma publicité, ben, l'argent que j'ai, je peux peut-être l'investir dans un site Internet transactionnel que je n'avais pas avant ou dans des outils de commerce en ligne additionnels, faire de la publicité numérique en quelque sorte. Donc, je redéploie ou j'achète un concurrent, n'importe quoi, mais dans le fond, il faut couper intelligemment pour pouvoir réinvestir là où on pense qu'il y a un potentiel. Et ce genre de réflexion-là, c'est la responsabilité de l'entrepreneur, mais il peut s'entourer pour le faire, puis un comité aviseur va l'aider à se donner ce plan de match-là, ce roadmap-là, à le mettre à jour, puis aussi à prendre en compte les changements qui surviennent dans l'environnement pour dire, ben, oups, il faut peut-être se donner un plan B par rapport à telle chose, ou au contraire, il y a une opportunité super intéressante, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est la gestion à haut niveau de l'entreprise, la gestion à long terme qu'il ne faut pas négliger. Et je pense qu'en Amérique du Nord, on a malheureusement trop tendance à être dans l'instant présent, à réagir très, très vite, puis on oublie le long terme. C'est ce qui va faire la différence en termes de création de valeur. Donc, il faut se donner ce plan de match-là et c'est la responsabilité des aviseurs de s'assurer que le plan est suivi. OK. Écoutez, groupe, je vous invite à poser des questions. Ce matin, on est avec Jean-Daniel Brisson, dans le fond de Stratexec, dans le fond qui est spécialisé, dans le fond, pour aider les entrepreneurs ou les immopreneurs, comme on appelle chez nous, en immobilier, dans le fond, à penser, à voir comment les défis de votre entreprise peuvent être un problème, parce qu'on ne prend jamais le temps de le faire. Tu as tout à fait raison. On est souvent dans les opérations. On ne pense pas, comme tu dis, on est à 80% là-dedans. On sait qu'il faut amener la business là, mais on ne prend pas le temps de le faire. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner pour ça, Jean-Daniel? C'est un beau défi. Moi, je reviens, il faut garder ça simple. Il y a beaucoup d'entreprises, la majorité ne font pas ça. On parle peut-être d'une entreprise sur 5 qui prend le temps d'avoir un processus structuré, réfléchi. Vous n'êtes pas obligé de faire ça hyper compliqué. Mais donnez-vous du temps. Donc, est-ce que c'est possible peut-être une fois par semaine de se garder un 3 heures? Vous planifiez sur une base hebdomadaire souvent. Comme immopreneur, je suis sûr que vous allez planifier votre semaine. Qui est-ce que j'ai... Dans l'immobilier, c'est important. Tu fais des appels de suivi, bon, etc. On planifie notre semaine. Faites la même affaire, mais pour planifier votre long terme, vos 3 prochaines années. Donc, de se garder un petit 2 ou 3 heures par semaine au maximum ou aux 2 semaines. Puis dans cette plage de temps-là, vous allez réfléchir à c'est quoi les objectifs à long terme que je veux avoir, c'est quoi les priorités que je dois mettre en place pour m'assurer que mon rêve devienne réalité. Donc, si je veux atteindre tel but dans 3 ans, il y a peut-être 2, 3 choses importantes à faire. Il faut que je réfléchisse à ça. Comment je vais faire pour que ça arrive, ces 2, 3 choses-là? Ça me prend des actions un peu plus précises. Puis en faire un suivi. Donc, vous planifiez ça dans Outlook, vous vous donnez une période régulière réservée à ça. Je vois souvent, l'idéal, c'est peut-être une fois par mois. Moi, ce que je fais souvent avec mes clients, on va déjeuner et peut-être qu'aujourd'hui, on va espérer qu'on va pouvoir recommencer rapidement, là, mais se donner une période tout simplement régulière. Rendez-vous avec vous-même ou avec quelqu'un de confiance ou avec un comité aviseur. Vous avez bien des options. Au pire, ce sera juste avec vous-même. Là, vous dites, j'ai 4-5 questions à faire. Là. Est-ce que mon plan de match est clair? Est-ce que j'ai défini des objectifs à long terme? 2, si je veux avoir tel objectif à long terme, quelle est la conséquence ou quel est l'impact de ça sur mes opérations. Donc, est-ce que j'ai des priorités à faire comme entrepreneur, comme entreprise? Et ces priorités-là
comment je dois faire qu'est-ce que je dois faire pour les mettre en œuvre et finalement, je dois en faire un suivi. Donc, idéalement, une fois par semaine, 2 heures, mais sinon, une fois par mois, vous vous posez ces mêmes questions-là. Et en plus, en termes de suivi, vous allez vous poser la question, est-ce que mon environnement d'affaires a changé récemment? Que ce soit positif ou négatif. Puis là, vous faites une petite liste très simple. C'est quoi les éléments positifs qui sont survenus? Y a-t-il des opportunités que je vois? Dans le fond, on va réinventer notre modèle d'affaires. Comme immopreneur, on va certainement se poser la question, est-ce qu'il y a des façons de faire différentes durant la pandémie? J'ai fait beaucoup plus de commerce en ligne où je suis allé, je fais des rencontres par Zoom plutôt qu'en personne. Oups, est-ce que je ne devrais pas garder une partie de ça en espérant que la pandémie sera derrière nous dans quelques mois? Est-ce qu'on va vraiment revenir à la même chose qu'avant? Est-ce qu'on va tout faire par... quand on a commencé à utiliser un fax, il y avait une certaine façon de faire, puis on a vu qu'il y avait des signatures électroniques. On travaille beaucoup aujourd'hui avec des outils électroniques. Personne ne voudrait revenir comme avant. Est-ce qu'on ne va pas continuer à utiliser Zoom plutôt que de se rencontrer chez le notaire pour finaliser une transaction? Il y a plein de choses qui vont sûrement être différentes. Donc, faisons la liste de ce qu'on peut revoir comme façon de faire, que ce soit positif ou négatif, encore une fois. Positif, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser des outils technologiques? Est-ce qu'il y a une opportunité, une demande qui est moins bien remplie? Donc, vous essayez de faire cette analyse-là. Donc, la première chose à faire comme outil simple pour faire mon suivi, le booker, entre guillemets, le fixer dans mon agenda, puis sur une base régulière, récurrente. Un mardi soir, 5h à 7h, ou à tous les mois, le premier lundi du mois, je vais déjeuner avec quelqu'un. Donc, ça, c'est la meilleure façon. Vous le faites de façon récurrente. La deuxième, je reviens avec le concept de comité aviseur ou un coach d'entreprise. Vous avez quelqu'un ou 2, 3 personnes qui sont recrutés, rémunérés pour faire office de Qu'on coach, en peut, quelque sorte. Daniel, parce que je vois sur les commentaires, il y a beaucoup de questions sur le comité aviseur là, qui commencent, puis toutes les compagnies, Sophie nous dit, toutes les compagnies devraient avoir un comité aviseur. Demain matin, je veux me créer ça, qu'est-ce que je fais? Faire la liste dans un premier temps, réfléchir à où, dans quel domaine j'aurais le plus de bénéfices à avoir des suggestions. Si j'ai bâti mon entreprise, je suis rendu à 62, 63 ans et moi, je pense prendre ma retraite à 65, peut-être que ça devient urgent de penser à ma relève. Alors, donc, dans le fond, ça dépend de votre entreprise. Il y a différents contextes. Si vous souhaitez prendre votre retraite dans quelques années, ben, là, vous allez vous entourer de gens qui peuvent vous aider dans un processus de transfert et de relève. Si vous vous apercevez que vous êtes moins bon au niveau financier comptable ou que votre faiblesse, c'est la mise en marché, le marketing, ben, vous allez vous entourer donc de personnes qui vont vous aider là où vous avez des défis. C'est-tu un défi de relève, de transfert? C'est-tu un défi de croissance, au contraire? Donc, moi, je veux faire croître mon entreprise, là. Ce serait peut-être le fun de m'entourer de gens qui ont déjà vécu une croissance, qui en ont déjà fait des acquisitions, puis qui ont composé une équipe. Je sais que chez ImoFacil, vous avez des fois des entrepreneurs qui sont seuls, mais des fois, il y en a qui ont commencé à s'entourer, qui ont peut-être 1 ou 2 ressources, des employés, que ce soit à temps partiel ou même à temps plein. Ben, de réfléchir puis de se dire, pour ces gens-là, si j'avais à m'entourer, qu'est-ce que je veux avoir? Quelqu'un qui va m'aider à continuer ma croissance, qui va m'aider dans le choix des personnes quand je veux m'entourer. Quand je vais aller recruter quelqu'un, il va m'aider à identifier le bon profil pour avoir la personne sur son X. C'est là, comme ça, en réfléchissant, qu'on va déterminer le profil. C'est la première chose à faire. Quel est le profil de mon comité aviseur, des gens qui vont m'aider? C'est quoi les compétences que ces personnes-là devraient avoir pour que je puisse me propulser plus loin? Deuxièmement, faire une liste des contacts que l'on a, puis de consulter des gens. Donc, je mentionnais la BDC, Investissement Québec, il y a des organismes comme l'Institut sur la gouvernance LIGOP ou le Collège des administrateurs de sociétés. Vous en parlez à votre banquier, à des avocats, à des gens d'affaires, le Mouvement québécois
ou le groupement des chefs d'entreprise, bref, à des associations. Parlez-en à des gens de confiance, puis vous dites, hey, je cherche quelqu'un, moi, je veux faire une croissance importante dans les prochaines années, je veux m'entourer, je veux faire du recrutement, j'aimerais savoir quelqu'un qui a déjà fait croître une business. Ça n'a pas besoin d'être un expert en immobilier. On va aller chercher quelqu'un qui a vécu les expériences. Ça peut être quelqu'un qui a vécu une relève, un transfert d'entreprise dans un autre domaine carrément différent. Et pas dans l'immobilier, mais il a vécu le processus de transfert, puis il va être capable de vous partager ses bons coups, qu'est-ce qui a bien réussi, puis qu'est-ce qui n'a pas réussi aussi. Donc, vous essayez d'identifier, après avoir identifié le profil, là, vous allez dans votre réseau d'affaires, vous essayez de voir qui pourra être disponible. Et troisième étape, vraiment recruter la personne. Bien, là, ça va vous demander, c'est bien beau les compétences, l'expertise, mais il faut s'assurer que la personne est là pour nous aider. Est-ce qu'elle a la capacité d'écoute? Est-ce qu'on va avoir confiance en elle? Parce que dans le fond, si c'est une personne, on va ouvrir notre kimono, on va partager certaines informations. Ça peut être nos états financiers. Je ne pense pas qu'on veut partager des renseignements financiers ou en tout cas des renseignements qui sont quand même assez confidentiels. On ne veut pas partager ça avec n'importe qui. Donc, il faut s'assurer que la personne qu'on va recruter, en quelque sorte, comme aviseur, ben, on ait confiance en elle. Et il faut vraiment faire attention. Ça nous prend un contrat, comme dans bien des affaires, un contrat qui va, vous assurer de la confidentialité. Ce que vous allez dire à cette personne-là, ben, ça prend une clause de confidentialité pour s'assurer qu'elle n'ira pas partager quoi que ce soit à votre banquier ou à d'autres choses, à d'autres individus. Si votre situation financière est difficile, on ne veut pas qu'il aille le dire à notre banquier ou à n'importe qui. Donc, ça prend un contrat avec une clause de confidentialité, non-concurrence aussi. Donc, il y a certains éléments comme ça. Puis bien exprimer nos attentes. Puis il faut s'assurer qu'il y ait un fit, le fit au niveau de la personnalité. Est-ce que cette personne-là, elle nous semble intéressante, digne de confiance? Est-ce qu'on a tendance à vouloir partager avec cette personne-là nos problèmes? Puis est-ce qu'on sent que la personne qui est là pour nous aider, elle veut vraiment nous aider, elle n'est pas là juste pour la pièce, puis elle veut nous aider en donnant des conseils et non pas en faisant les choses à notre place. L'entrepreneur, c'est lui qui gère les opérations. Mais il veut se faire entourer de personnes qui vont y poser des bonnes questions. Et non pas dire, moi, à ta place, je ferais telle chose, telle chose. C'est bien plus des, tu pensais à telle chose. Je te vois aller, tu as l'air pâle, tu as l'air fatigué. Peut-être que tu devrais réduire ton train de vie parce que tu n'arrives plus, tu es trop fatigué. As-tu pensé soit à t'entourer ou à réduire un peu ton niveau d'activité? Prends un break pendant les prochains mois. C'est quelqu'un qui va vous challenger, qui va vous poser des questions comme ça. C'est probablement une ressource importante de ce côté-là. Moi, je pense c'est ce qui fait souvent la différence, Jean-Luc, c'est d'avoir un bon plan de match. Mais c'est bien beau, le plan de match, il faut le mettre en œuvre. Puis comme entrepreneur, on le sait, on n'a jamais le temps. On éteint des feux, il y a des urgences, il y a un deal qu'on peut faire, il y a un client qui a besoin de nous. Ben, on voulait faire telle chose, puis on le remet au lendemain. Puis le lendemain, ben, ça devient le mois, l'année prochaine, puis finalement, on ne fait jamais. Alors, donnons-nous la chance comme entrepreneur de réussir. Oui. On a une question de Sophie Giroir, Jean-Daniel, pour une entreprise familiale où tout le monde est égal habituellement. Elle a dit bien sûr qu'un comité externe est idéal, mais on sait qu'un contexte d'entreprise familiale est peut-être différent d'un autre. Y a-t-il des conseils par rapport à ça? C'est encore plus important. Je fais beaucoup de dossiers d'entreprises familiales et je me souviens qu'on avait eu à un moment donné un témoignage d'une entreprise de laboratoire pharmaceutique, je pense que c'était Boiron, et c'est une entreprise familiale qui a été gérée par les deux filles du fondateur. Puis il y avait je ne dis rien là, de confidentiel, elle l'avait exprimé. Des fois, on a de la misère dans la famille, justement, à se donner une vue ou à partager certaines choses. Des fois, il y a des tensions.
On veut éviter que ces tensions-là s'aggravent puis se transposent en plus, que ce soit au niveau personnel dans notre vie familiale, puis en plus dans l'entreprise, d'aller chercher, quand je parlais des gens neutres et objectifs, je pense souvent à ce contexte-là où, dans une entreprise familiale, tu es avec ton conjoint ou ta conjointe, puis tu as une entreprise, puis il y a des affaires qui te font, qui conviennent pas ou qui te dérangent. Puis là, c'est peut-être pas grand-chose, mais tu n'oses pas le dire à ton conjoint ou ta conjointe, puis ça traîne. Puis à un moment donné, cette petite chose-là devient plus importante, plus préoccupante et peut ultimement générer en un conflit. C'est pour ça que, comme dans la vie, une entreprise, dans un premier temps, si on a des partenaires en affaires, il faut se faire un contrat, une convention d'actionnaires pour que quand ça va mal, notre convention vienne nous aider. Alors, c'est pas quand ça va mal qu'il faut négocier ça. C'est un peu comme dans un divorce. Quand ça va vraiment pas bien, malheureusement, tout le monde écope. Donc, on va essayer de se donner une convention d'actionnaires. Puis les membres d'un comité aviseur vont être là pour justement penser de façon indépendante à l'entreprise, à la pérennité de l'entreprise et non pas à, je vais penser à monsieur ou à madame. On va s'assurer que tout le monde est correct là-dedans, mais le rôle du comité aviseur, c'est l'entreprise et non pas les individus. Puis à la limite, évidemment, comme membre d'un comité aviseur, ça nous arrive souvent de dire, ouais, on voit qu'il y a un problème dans une entreprise familiale. Puis des fois, on peut se réunir en dehors des réunions formelles. Puis on va se dire, ben, on a une entrepreneur, puis son conjoint travaille dans l'entreprise, mais c'est pas la bonne personne. Il n'est pas sur son X pantoute. Puis il va nuire à l'entreprise. Puis on s'aperçoit qu'il commence à avoir des conflits dans l'entreprise. Puis on va se dire, ouais, comment on peut faire passer le message à cette femme-là, à cette femme entrepreneur-là, qu'elle est mal entourée, puis en plus, c'est son conjoint, puis bon. Fait qu'on va essayer de réfléchir à ça, puis à la limite de trouver la bonne façon, puis d'être froid là-dedans. Il faut sortir les émotions. Il faut vraiment aller sur les faits concrets. Donc, c'est une façon. Donc, avoir un comité aviseur dans un contexte comme ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est encore plus important pour éviter des enjeux. Deuxièmement, avoir une convention d'actionnaires au début. Quand ça va mal, c'est pas le temps de faire ça. C'est quand ça va bien qu'il faut le faire. Troisièmement, que ce soit une entreprise familiale dans un contexte de transfert, là aussi, c'est super important. On a un cédant, puis on a des repreneurs. Le cédant, c'est la personne qui dit, on le voit souvent en immobilier, ça peut être le père, la mère, puis il y a un membre de la famille, un enfant qui est là. Puis, mettons que c'est un cédant qui dit, moi, je veux faire quelques années avec mon enfant, puis on va bien vivre tous les deux, puis ça va être intéressant. Mais le cédant en question, mettons que ce serait moi, j'ai de la misère à déléguer, j'écoute jamais mon enfant, c'est toujours moi qui ai raison. Mon enfant, à un moment donné, il va en avoir son troc, excusez-moi le terme, là, mais tu sais, ça peut générer des conflits. Alors, comment s'assurer que dans une situation où le cédant est le ou les repreneur puisse être fonctionnel, être heureux dans ça, il faut qu'on partage la même vision. Donc, le fameux objectif à long terme de l'entreprise, là, il faut le convenir ensemble. D'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vienne vous aider à définir votre rêve, votre ambition, puis à traduire ça en action concrète, en priorité, ça aussi, ça va être une nécessité. Ça fait un troisième outil. Tout à fait. Ben, génial, génial, merci. Déjà 9 heures, ça a passé vite. Je vais regarder voir si on avait d'autres questions, mais je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a pas mal fait le tour. Fait que, écoute, Jean-Daniel, si tu veux, tu pourras écrire tes coordonnées si les gens sont intéressés justement par StratExec dans le chat de ImoFacile du Facebook. Tu vas voir les commentaires ont passé là ce matin. Puis, je te remercie infiniment de ta participation à nos lives matinales. Oui, et puis dans le fond, écoutez, entourez-vous, que ce soit dans le fond avec un consultant ou avec d'autres ressources. N'hésitez pas. La seule chose qui va vous arriver, puis ça peut des fois être gratuitement, encore une fois, la seule chose qui va vous arriver, c'est un non. Mais n'hésitez pas à bien vous entourer. Ce sont des ressources habituellement qui coûtent très peu cher par rapport à un consultant qui vient faire des mandats.
c'est plus cher. Et quelqu'un qui va vous aider à travers des rencontres comme ça peut faire la différence pour votre entreprise. Puis dans les contextes de ralentissement économique, c'est certainement les occasions, c'est un moment privilégié pour repenser votre entreprise, puis investir, puis je souhaite à tout le monde un futur encore meilleur que ce qu'on a vu aujourd'hui. Puis je suis sûr que si on met les efforts, on va y arriver. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci. Merci beaucoup.